Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Notre dernière table ronde a été dédiée à faire de la qualité une responsabilité d'équipe au-delà de la QA. Nos échanges nous ont également amenés à partager les prérequis à un niveau stratégique de l'entreprise. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo, avec un article sur le blog qaunit.com. Une bonne écoute, souscrivez pour le prochain épisode. C'est que le métier, la qualité de l'affaire de tous, mais comme dans tout, il faut un leader sur le sujet, quelqu'un qui va donner la direction, les process, comment on va s'organiser et qui va les faire. C'est le chef de projet de la qualité qui est le test manager. Et ce rôle-là, de plus en plus, il est reconnu, mais la plupart du temps, dans les entreprises, le test manager est considéré comme un test lead, donc quelqu'un qui va juste exécuter ou faire exécuter la qualité. Je suis d'accord avec vous. Et c'est en ça qu'il faut faire reconnaître ce métier de test manager, qui est quelqu'un qui va piloter les tests dans la globalité du projet, des tests unitaires jusqu'aux tests métiers. Et c'est ça qui est important. Il y a des tests statiques, on l'apprend tous avec les SPQB. Il y a des tests statiques à faire au niveau du code, qui aujourd'hui, en tant que testeur, qualicien, test manager ou quoi que ce soit, a la main sur les tests unitaires faits par les développeurs. Personne. Si, les développeurs eux-mêmes, et c'est comme ça que ça doit être. Ouais. Donc, le test manager, on est d'accord que c'est un rôle qui peut être intéressant, mais tu vois, la personne du mec qui a la main sur tous les tests, c'est une anti-pattern. Ça peut pas être comme ça. Si tu veux faire pour moi, c'est un développeur. Je dis pas qu'il a la main. Je dis pas qu'il. J'ai pas dit. Enfin, son rôle, c'est de monitorer et de contrôler que les choses sont faites en temps et en heure. J'ai pas dit qu'il va contrôler le détail, mais il doit vérifier que ce qui est fait correspond bien à ce qui était attendu. Dans ce cas-là, on supprime le chef de projet. Le chef de projet n'a plus d'intérêt. En agilité, Ahmed, je suis désolé, il y a des contextes dans lesquels il n'y a pas de chef de projet. Moi, j'ai bossé dans plein d'équipes où il n'y avait pas de chef de projet. On a même pas une équipe agile. Donc, non, mais c'est l'équipe qui se monitore et qui se contrôle via les rétrospectives, on est d'accord? Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les équipes s'auto-organisent et que chacun est responsable de la qualité de son travail. Et qu'un des éléments de feedback de la qualité du travail de chacun, effectivement, c'est des tests. Mais il n'y a pas. Alors, là où moi je vois qui est revu par qui entre personne des revues de pairing. C'est l'équipe qui est responsable. Du coaching, de faire de la formation. Mais pas forcément de s'assurer que les mecs ils font bien leur boulot. Ça, c'est très années 90. Oui, mais il y a un aspect confiance dans une équipe agile. Il n'y a pas besoin de contrôle plus que ça. Le contrôle, c'est un logiciel qui marche. C'est un client qui est satisfait. Donc, encore une fois, je comprends que vous soyez dans certains contextes contraints par certaines problématiques, mais votre contexte, c'est pas le seul qui existe. Faut bien voir un truc, c'est que là, on essaye de tous se parler de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Moi, des projets, j'en ai vu des centaines. Bon, il y en a pas forcément, enfin, ils sont pas tous différents, mais il y a vraiment des contextes très très différents. Et voilà, une équipe agile aujourd'hui qui veut faire de la qualité une responsabilité d'équipe, elle peut le faire. Si elle n'est pas contrainte par le management, si elle est soutenue par le management, le sponsor, comme l'appelait Christian et Anas, elle peut aussi faire émerger une nouvelle façon de travailler qui fera tâche ou pas auprès d'autres équipes d'une organisation et qui deviendra une norme. On a tous vu la vidéo Spotify qui fait rêver tout le monde. Et puis, il y a des gens qui sont coincés avec des silos et pour qui c'est très difficile. Voilà. Mais même Arnaud, même en silo, si l'équipe décide de réduire justement sa dette de qualité, j'estime qu'elle a le droit d'y aller. Et puis tant pis si ça ne plaît pas, tant pis. À un moment donné, on nous met au pied du mur avec une date, la date est irréaliste, et on met au pied du mur avec une non-qualité. Puis on peut vous livrer, mais il n'y a rien qui marche. Il peut y avoir le pied du mur dans l'autre sens. Je pense que l'équipe doit être capable aussi de se responsabiliser. Il y a le sponsor, effectivement, au niveau financier peut-être, mais l'équipe doit aussi être capable de mener à elle-même ses propres actions pour assurer sa propre qualité. Et les tests unitaires en font partie, les revues de code en font partie. Une équipe bien soudée alors, Benjamin. Une équipe bien soudée. C'est un travail d'équipe, ouais. Et là, pour moi, à la limite, s'il y a un chef de projet, d'accord, j'aime pas le terme chef de projet, je préfère un vrai leader.
il va être capable justement d'insuffler cette dynamique justement de confiance entre les gens et derrière. Et pour les MOA, Ahmed, aller les chercher, quand tu es confronté à des MOA qui sont externalisés et dont chaque réunion est payée à l'unité, bah, tu vas en chercher 0 MOA. Parce que le mec qui paye, il fait vous êtes gentil, mais on va cloisonner la disponibilité des MOA, ça coûte trop cher. Ouais. Voilà. Et donc là, on en revient à cette logique de sponsor. Il ne raisonne que en financier. Quand on raisonne en financier, allons jusqu'au bout de la démarche. Et puis, ayons la qualité du montant qu'on peut payer. C'est pareil. Quand nous, on achète un mauvais produit dans le commerce et puis qu'il est cassé au bout de 2 jours, on s'en mord les doigts et puis on va racheter quelque chose de plus robuste derrière. Tant qu'à faire pareil. Mais elle serait quoi? On peut faire un dernier tour de table sur la conclusion. Quelle est la recette miracle? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment on peut... Moi, j'ai retenu un sujet qui est... pour moi. La phrase de Arnaud, faire de la qualité l'affaire de tous. Comment? En conclusion. Moi, c'est la cohésion d'équipe. Avec la cohésion d'équipe, tu peux déjà aller très loin. Même si tu n'as pas de sponsor, tu peux déjà aller très loin. C'est vrai, exact, tu as raison. C'est l'effet de... Il y a plein de prérequis, en fait. C'est pas une seule chose. Il y a plein de prérequis. Le contexte, c'est, comme je l'avais marqué sur le slido, il y a la maturité de l'organisation, la maturité des sponsors, la maturité du management, la maturité du produit. On part du principe qu'il faut absolument qu'on ait une bonne qualité. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des produits qui veulent absolument sortir, être les premiers. Ils s'en foutent s'ils ne sont pas d'une super qualité. Ils veulent occuper le terrain, gagner les parts de marché. Donc voilà, la maturité des équipes, dans quel contexte on se situe. Est-ce qu'on a un coach? Est-ce qu'on a quelqu'un de très expérimenté qui va pouvoir guider l'équipe? Est-ce que les gens sont motivés? Est-ce qu'ils vont adhérer à la vision? La recette, elle est très, très compliquée. Moi, j'ai quand même, pas noté, j'ai pas pris de note, mais je pense qu'il y a vraiment l'aspect vision partagée et transverse qui me semble un vrai point. Ce qu'on mettait, c'est s'il y a personne qui définit, communique en transverse une vision partagée. Et du coup, ça rejoint le deuxième point pour moi qui est, parce qu'on parlait beaucoup des sponsors, etc., mais j'ai le sentiment qu'en fait, il faut équilibrer l'influence de tous les stakeholders impliqués par la qualité. Et donc, il y a les sponsors, oui, parce qu'il faut le chèque et il faut que des gens convaincus au niveau direction. Mais on a bien dit aussi, ce qu'Arnaud disait, il faut que les équipes soient convaincues, que la personne de la qualité, qu'on ait réussi à faire le caméléon avec le métier, en disant, c'est bon, il m'a associé comme quelqu'un avec le métier, il comprend les enjeux. Donc, moi, j'ai retenu ça aussi. Je pense qu'il y a pas mal un prisme d'équilibre et d'influence à gérer, j'ai l'impression, quoi. Donc, Et puis après, il faut que la qualité, ça soit une dimension du produit, encore une fois. Si vous voulez vous faire mal à la tête, vous pouvez aller regarder l'I3E, ce qu'ils écrivent sur les qualités. Des qualités, il y en a plein. Il y a des qualités externes, il y a des qualités internes. Là, ce soir, on s'est vachement focalisé sur la qualité du point de vue du client. Mais la maintenabilité, la sécurité... Scalabilité, performance, etc. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui vont avoir un impact. Voilà. Tout ça, ça a un coût et c'est pas implicite. Quand on bosse sur une story, par exemple, dans une équipe, ça va pas de soi, quoi. Si on veut passer du temps sur la sécurité, si on veut passer du temps sur l'efficience, ça va pas de soi. On fait souvent au plus vite pour que ça marche. On fait un MVP. Mais voilà, si on veut mettre de la qualité dans un produit, il faut y passer du temps. Ça tombe pas du ciel. Ouais, puis on rejoint les sujets, effectivement. Je pense qu'il y a un sujet en fait de communication, de ce que j'aurais retenu moi aussi, d'alignement de la valeur de la qualité sur les objectifs de l'entreprise et du client. Parce qu'en fait, ça rejoint le point que disait Anas sur mesurer la non-qualité, etc. Mais ça peut être aussi, on parlait d'accélération, etc. Donc ça peut être aussi montrer que dans certains cas, moi je suis convaincu que la qualité, c'est presque le seul moyen si on veut vraiment accélérer en maîtrisant l'expérience client. Ça dépend de la maturité de ton produit. Si tu es tout seul sur ton marché, que tu as une quasi situation de monopole, à la limite, tu t'en fous un peu de la qualité. Les clients, oui, tu n'as pas de concurrent. Ouais. Et tu as le Lean Canvas qui permet justement ça dépend, de faire ça. Perso, je travaille dans une société, là on est leader et on est tout seul. Et si la qualité, s'il y a des clients qui l'utilisent, en fait c'est un SaaS où les gens l'utilisent tous les jours. Si le produit fonctionne pas, ils se barrent et puis ils refont à l'ancienne comme ils faisaient avant.
Bon. Moi, je reste toujours convaincu de ce que c'est-à-dire, si toute l'organisation est en mode agile, ils ont la liberté de se auto-organiser, etc., oui. Mais ça n'existe pas encore dans toutes les entreprises. C'est-à-dire, si on peut faire cette statistique, on est sur du 80-20, c'est-à-dire 80, ils suivent des leaders, ils suivent des chefs, etc. Et malheureusement, quand on veut faire un changement des entreprises, on va former les opérationnels et on oublie de former les chefs. Pourquoi on ne forme pas les chefs? Parce qu'eux, ils croient qu'ils savent tout, etc. Machin. Et ça ne marche pas. Alors que c'est l'inverse. Il faut commencer à former d'abord eux, les chefs, etc. Et je peux vous assurer que les opérationnels suivent très facilement. Chaque fois que j'ai réussi à sensibiliser les sponsors, les top management, etc., et après ça descend la méthodologie en termes opérationnels, ça va comme c'est du beurre. D'accord? Ça reste convaincu parce que j'ai vu beaucoup d'organisations comme ça, quoi, en fait. Malheureusement, les top management, ils se croient très supérieurs, ils n'ont pas besoin de formation, ils n'ont pas besoin d'être sensibilisés, etc. Ils ne s'intéressent pas, c'est trop académique pour eux. Oh là, standard, c'est académique. Certification, c'est académique. Formation, c'est académique. Et non, allez-y, formez les opérationnels. Tu formes les opérationnels, mais si ça ne suit pas en haut, ça ne marche pas. C'est le cercle vicieux, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Il faut que les deux soient en phase à un moment donné. Ça ne marche pas s'il y a quelqu'un qui bloque. Non, mais si tu commences par le haut, le bas suit, par contre. Le bas suit Arnaud. Ouais. Tu sais, il y a pas mal leaders, etc. L'équipe suit. De la vieille école dans plein de boîtes où qui te diront la qualité, non, c'est pas mon boulot, c'est pas ma responsabilité. On a des testeurs pour ça, on a des QA. Moi, c'est pas mon boulot. Hein. Ça peut coincer aussi. Ouais, mais s'il s'occupe du logiciel de pilotage automatique de la voiture et que la voiture tue quelqu'un, ça devient sa responsabilité parce que pénalement, carrément. Peut-être que c'est lui qui va aller en tôle. Carrément. Moi, j'allais les chercher comme ça en certification. Là, ça fait mal. Mon logiciel, il ne marche pas pour le client. Non, c'est que tu tues quelqu'un. Ça, c'est ce qui peut t'arriver de pire. Maintenant, quelle est ta conscience par rapport à ça? Ça, c'est le code de la non-qualité. C'est ce que je disais. Il faut toucher leur portefeuille, toucher leur responsabilité, etc. C'est un super exemple. Vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, mais il y a pas mal d'années, hein, là c'est vieux, il y avait eu un problème sur je ne sais plus quelle marque de bagnole et les financiers avaient calculé que valait mieux qu'il y ait des accidents et éventuellement des morts, que ça coûterait moins cher de rappeler les bagnoles. Mais je suis persuadé que dans le milieu de l'aviation, c'est le cas, Arnaud. Ils ont toutes les normes très drastiques, mais dès lors qu'il y a quelque chose qui est passé à travers les normes, même s'ils s'en rendent compte, je suis persuadé qu'ils font ce genre de calcul. Parce que ça coûterait de se prendre un procès sur le cul pour le code de l'amende par rapport au l'argent par rapport au fait d'assumer qu'au niveau image, on doit rapatrier les 250 avions qu'on a vendus des milliards. Je suis persuadé que ça existe. Donc, moi, je pense que faire de la qualité une responsabilité d'équipe, c'est possible, mais pas n'importe où. Et si vous, c'est votre kiff et que c'est pas possible là où vous bossez, je pense que en fait, c'est très, très difficile de se battre contre des moulins. Je pense que la boîte vous mérite pas et qu'il faut changer de boîte, quoi, en gros. Moi, c'est mes clients. C'est mes clients, j'ai galère. C'est mes clients, en fait. C'est les banques, les assurances. Je galère, je peux pas imaginer. et c'est parce que nous, on est dans le monde de la gestion. Parce qu'en fait, la qualité dans le domaine de l'industrie, elle existe depuis 50 ans. Et parce que, justement, il y a des impacts humains et financiers. C'est-à-dire quand tu as un logiciel qui ne marche pas, tu ne vas pas tuer quelqu'un derrière si c'est un logiciel de gestion. Alors que dans l'industrie, effectivement, ils ont pris à bras le corps depuis bien plus longtemps. Et pour finir, pour ma part, je pense que je serais convaincu que les mentalités ont évolué le jour où nous, on a tenté de se rapprocher des investisseurs. Non pas pour qu'ils investissent dans la boîte, mais pour leur proposer nos services. Parce qu'on s'est dit, les investisseurs, quand ils mettent des sous dans une boîte, une start-up ou une entreprise, effectivement, pour la financer, quand c'est une société dans le domaine du logiciel informatique, ils doivent quand même s'inquiéter de savoir si cette société elle a un produit de qualité, avec des processus, effectivement, de mise en production qui minimisent les risques et les impacts. Et on s'est approché des investisseurs. Parce qu'on pensait que dans leur grille, avec le time to market, avec dans leur grille, quelque part, il y avait une grosse case, ou une case au moins, où il y avait marqué « Est-ce que le produit est de qualité pour qu'on mette des sous dedans ?» La réponse aujourd'hui, je peux vous dire, ils n'en ont rien à foutre.
C'est absolument pas un des critères. Donc, tant que ça ne sera pas pris en considération, tant qu'on n'évaluera pas une société dans le domaine de l'édition logicielle ou dans le domaine d'une société qui produit du logiciel sur la qualité de ce qui est produit, mais uniquement sur le time to market, sur effectivement le business qu'elle va pouvoir générer, on restera à la traîne et on ne sera pas considéré et on tombera dans les travers qu'on a tous connus. Voilà, moi j'en suis intimement convaincu. Tant que les investisseurs ne prendront pas ça comme étant un des critères prépondérants, on ne sera pas perçu auprès des middle management ou du management, parce que quand ça sera fait, le middle management et le management dans les entreprises, ils prendront conscience que ça, c'est un des critères déterminants de l'évolution de l'entreprise. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se prennent la tête avec ça? Ils ont déjà d'autres préoccupations. Oui, voilà. Ils préfèrent attendre de prendre le mur, de toute façon, Christian. C'est pas au bon endroit, faut bouger, quoi. Si c'est pas possible sur ta mission de consulting, c'est pas possible pour ton client, si t'as pas de valeur ajoutée parce que en fait la qualité n'est pas considérée, faut se trouver une autre mission, quoi. Oui, non, mais Arnaud, j'entends bien. Mais non, ce que je fais souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que ça sera pas pris en considération à ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne pourra pas évoluer, malheureusement. Donc, tu disais je viens de terminer l'émission dans une banque, là, dernièrement. Je leur ai fait 11 livrables méthodologiques. Il n'y a rien qui a été utilisé. J'ai changé de banque. Hein. Oui. Tu peux pas avancer comme ça. À un certain moment, tu ne trouves plus ton intérêt ou ton ambition pour les accompagner, etc. Ils sont fous. C'est parce que tu es pas au bon endroit. Je veux dire, il ne faut pas chercher à convaincre ces gens que tu as essayé de convaincre de bonne foi et pour lequel tu n'arrives pas à prouver la valeur de la qualité. Et qui viennent te dire à juste titre, je m'en fous. Ça t'empêche pas. Non, ils te disent pas comme ça. Ils te disent, c'est trop académique. C'est trop académique. Si t'as envie de faire avancer les choses, comme Christian a l'air de vouloir faire avancer les choses, tu peux les faire avancer, mais pas n'importe où, pas dans n'importe quel contexte. Il y a des contextes, c'est verrouillé, c'est pas possible. C'est verrouillé, ouais. Même pas essayer de te prendre la tête avec ça, quoi. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!